Traitement de la dysfonction VD dans les cardiopathies acquises et comment optimiser nos pratiques. Philippe, merci beaucoup. Merci Bernard, merci Philippe. Ouais, bon, on va faire vite du coup parce que je pense que bon, il y a certaines choses qu'on a déjà évoquées. On l'a vu, l'importance du VD. Je pense que vous êtes convaincus maintenant que c'est pas du tout négligeable. Il faut aussi considérer que nous, chez les cardiopathies adultes, en anesthésie et en réanimation, on va être surtout confronté à l'insuffisance ventriculaire droite aiguë, le plus souvent. Alors, quelques définitions entre dysfonction ventriculaire droite et défaillance ventriculaire droite. C'est une progression dans la maladie et dans l'acutisation du problème. Ou dans la défaillance, on va avoir un retentissement sur le débit avec une précharge qui serait maintenue, mais un débit qui n'est pas suffisant pour assurer les perfusions d'organes adéquates. Et on peut parler de défaillance ventriculaire droite quand c'est le ventricule lui-même qui est atteint, ou plus largement de défaillance cardiaque droite quand c'est une atteinte sur une des structures du cœur droit ou une de ses fonctions. J'aime bien cette représentation qui différencie un petit peu la différence anatomique entre un VD normal quelque part et un VD soumis de façon chronique à une surcharge volumique ou en surcharge en pression. Et on voit que dans l'évaluation du VD, forcément, il faut le prendre en compte, cette différenciation de géométrie du ventricule droit. Dans les principes qu'on a évoqués tout à l'heure et qui sont très importants, c'est aussi cette interdépendance entre le VD et le VG. Et on voit quand le VD se dilate dans un espace contraint péricardique, il y a une compression du ventricule gauche et un déplacement, une déformation du septum qui va s'aplatir. Donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Et on a largement parlé de la pression artérielle pulmonaire qui est un élément essentiel dans notre prise en charge. Et je voulais juste vous montrer, j'aime bien cette représentation entre la différence qu'il y a entre le VD et le VG sur le couplage ventriculo-artériel. Et on voit que pour le VG, pour faire baisser le stroke volume, il faut avoir des pressions moyennes dans l'aorte qui sont très élevées. Et que finalement, pour le ventricule droit, ce volume d'éjection va chuter très rapidement pour de faibles variations de pression moyenne dans l'artère pulmonaire. Et voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que parfois on doute un petit peu de la pertinence de traiter une HTAP qui serait une hypertension pulmonaire d'assez faible niveau, ou quand on dit est-ce que le malade il est répondeur ou pas au NO, quand on a quelques millimètres de mercure de variation sur l'artère pulmonaire, c'est pas si négligeable que ça parce que la courbe elle est quand même verticale. Alors, la physiopathologie de la défaillance cardiaque droite, on va pas la détailler parce que c'est énorme. Ce qu'il faut retenir de ce schéma un petit peu complexe, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et il y a beaucoup de cercles vicieux qui sont intégrés. Ce n'est pas un cercle vicieux dans la défaillance cardiaque droite, c'est 3 ou 4 cercles vicieux qui vont entraîner l'aggravation de la situation et du problème à la fois pour le cœur droit et à la fois pour le patient dans sa globalité. Et beaucoup de choses sont centrées autour de la post-charge du ventricule droit, bien évidemment. Donc on va essayer d'agir sur certains de ces éléments, on l'a vu. Nous, quelles sont les circonstances en cardiopathie acquise adulte dans lesquelles on va être confronté à cette défaillance ventriculaire droite? J'ai tendance à dire qu'on a 3 grands types de situations. Le choc cardiogénique post-cardiotomie où le VD est souvent impacté dans cette situation-là, où on a des crises, alors non pas pour être exact d'HTAP, mais d'hypertension pulmonaire aiguë dans certaines situations. On a de l'ischémie et de l'hypoxie myocardique péropératoire qui peuvent générer ce genre de situation. Et il y a l'effet de la péricardiotomie qui va altérer le strain longitudinal du VD. Et 2 grandes situations où on a des gros problèmes avec le ventricule droit sont l'implantation des LVAD, où l'incidence de la défaillance droite aiguë elle est assez importante, de l'ordre de 20%.
Et on le comprend très bien, puisque quand on va régénérer du débit par la décharge du ventricule gauche et redonner du débit et du retour veineux, ce ventricule droit potentiellement défaillant ne va pas être en mesure de l'absorber et on va très vite avoir un déplacement du septum interventriculaire qui est aspiré du côté gauche par le LVAD et qui va contribuer à la dysfonction ventriculaire droite par cette anomalie géométrique. Et certains des patients qui sont implantés d'un LVAD souffrent d'une hypertension pulmonaire. Alors certes post-capillaire, mais bon nombre d'entre eux ont une composante précapillaire, donc des résistances vasculaires pulmonaires ou des gradients transartériolaires qui ne sont pas normaux et qui vont se répercuter sur les suites immédiates sur l'implantation. Et sans parler des patients qui ont une insuffisance tricuspidienne associée. En transplantation cardiaque, on a aussi cette problématique, mais elle est souvent assez facilement réversible au bout de quelques jours. Comment on fait le diagnostic et le monitorage de ces patients-là? On a deux grands outils, c'est savoir mesurer les pressions dans l'artère pulmonaire de façon continue ou discontinue. Et on a le cathéter artériel pulmonaire de Swan-Ganz à notre disposition, ou l'échocardiographie, enfin souvent les deux d'ailleurs. Donc là, les tableaux sont déjà un petit peu anciens puisqu'ils ne reprennent pas les nouvelles définitions que nous a décrites Marilyn sur les seuils de pression pulmonaire moyenne. Ce que je voulais juste vous montrer ce schéma, c'est qu'effectivement, il faut prendre en compte le fait qu'au fur et à mesure que la pression artérielle pulmonaire augmente, on va avoir à partir d'un certain seuil une baisse significative du débit cardiaque qui s'opère et une augmentation de la pression en amont, qui est la pression auriculaire droite, et qu'à partir d'un certain moment, eh bien, à force que le débit chute, la pression dans l'artère pulmonaire va de nouveau baisser aussi. Quand on est dans ce genre de situation, ben, effectivement, la prise en charge, elle est plus compliquée. Et l'interprétation des chiffres aussi est plus compliquée. Alors on est pas mal aidé, on va l'être peut-être de plus en plus par les implantations de dispositifs miniaturisés dans l'artère pulmonaire, qui s'appellent les CardioMEMS, sur des patients qui ont une cardiopathie chronique, par nos amis cardiologues, et qui permettent de mesurer par télémétrie la pression dans l'artère pulmonaire et de faire des points assez régulièrement chez nos patients, même quand ils n'ont plus le cathéter de Swan-Ganz en place. Et puis bon, l'échocardiographie est incontournable dans ce contexte, avec tous les outils qu'on a, mais je ne vais pas aller les détailler, parce qu'on le fait largement dans d'autres sessions, avec l'importance éventuellement future de ces composantes de strain appliquées sur le VD. Juste une histoire un petit peu anecdotique. On a ce patient qui a un patient qui a eu un traumatisme suite à un AVP, un patient qui est porteur d'une valve aortique mécanique et qui se trouve en état de choc cardiogénique avec une échocardiographie finalement qui, sur la composante ventriculaire, est plutôt assez rassurante, il faut le dire, mais on voit très vite qu'au niveau de la tricuspide, il y a un gros problème avec une fuite massive, une désinsertion d'un des piliers de la tricuspide. Ce patient il a été mis en urgence sous ECMO véno-artériel, qui a permis de soulager un petit peu, de compenser le déficit de circulation. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvé, on monitorait les pressions dans l'oreillette droite, à avoir une pression dans l'oreillette droite qui devenait pulsatile. Et on a effectivement pu constater le battement des veines sus-hépatiques et un flux systolique inversé dans ces veines. Et en fait, ce patient avait une désinsertion des piliers avec une rupture du septum, avec une fistule ventricule gauche vers l'oreillette droite, ce qui était assez exceptionnel. Donc on peut avoir une défaillance cardiaque droite sévère et majeure, effectivement, dans ce genre de situation, dès qu'on a aussi une augmentation de la post-charge du VD, on favorise en tout cas la surcharge et la régurgitation et la congestion veineuse. Alors dans le traitement, le NO, on l'a dit, est une pierre angulaire importante. Alors juste pour savoir un petit peu quelles sont vos pratiques, ceux qui font de la transplantation cardiaque, est-ce que vous utilisez systématiquement le NO dès le déclampage? Si vous pouvez lever la main pour ceux qui l'utilisent de façon systématique.
Et on va faire simple, ceux qui l'utilisent de façon, on va dire, titrée ou à la demande qu'en cas de problème. On a quand même une majorité sur la transplantation cardiaque qui l'utilise en première intention, presque en préventif. Et pour le LVAD, les mêmes questions, qui est-ce qui l'utilise d'emblée à la mise en charge du LVAD, voilà, ou ceux qui attendent de le mettre que quand il y a un problème sur le VD. C'est un petit peu plus partagé, mais voilà. Donc on voit qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques. Quand on est sur une chirurgie cardiaque à risque sur le VD, sur une cardiopathie acquise, pareil, est-ce qu'on attend d'avoir vraiment une hypertension artérielle vraiment et une défaillance droite pour mettre le NO? Qui est-ce qui attend ça? Ou est-ce qu'on va le mettre par anticipation? Qui c'est qui le met plutôt par anticipation et on sèvre après si tout se passe bien rapidement? Ouais, ça c'est plus partagé aussi. On voit qu'on n'est pas forcément très à l'aise sur ces pratiques-là. Et juste pour terminer sur ce petit sondage, qui est-ce qui utilise un système intégré qui comprend l'administration et le monitorage dès le bloc opératoire quand on utilise du NO? Très peu. Et qui est-ce qui l'utilise assez régulièrement dès que les patients sont en réanimation? Voilà, on a plutôt des pratiques dans ce temps-là. C'est vrai que ce n'est pas très adapté au bloc opératoire, ce genre de dispositif, même si ce serait bien. Mais en fait, c'est important de les mettre en place en réanimation, j'en suis convaincu. Et qui est-ce qui monitore le taux de méthémoglobine sur les patients sous NO? Pas beaucoup. Ah, on a fait un petit switch. Voilà, c'est bon. Alors, les pratiques et les recommandations, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de nouveautés là-dessus, puisque une enquête de pratique au niveau européen, une publication de 1998, les recommandations de la Société européenne de réanimation dans l'intensive care médecine, ça date de 2005, tout venant sur les patients de chirurgie cardiaque et de réanimation. Et je voulais juste vous rappeler ce travail qui avait été fait en France il y a 2-3 ans, auquel beaucoup d'entre vous ont participé, et je pense que vous avez pu partager les résultats. On avait évalué 230 patients environ, dont la moitié à peu près en chirurgie cardiaque adulte. Vous voyez que l'indication du NO utilisée avec le système d'administration intégré EasyKinox était essentiellement sur des chirurgies de la valve mitrale ou des chirurgies combinées, de la transplantation ou du LVAD. Pour faire vite, dans ces populations, on avait des modes de ventilation qui étaient très variés, et à la fin de l'administration, beaucoup de patients étaient passés en mode assisté, voire en mode non invasif ou en OptiFlow sur l'administration du NO. Donc on voit que c'est assez pratique pour convertir les patients et les réveiller sous NO. Et le diagnostic beaucoup basé sur l'échocardiographie, finalement, mais la Swan-Ganz chez l'adulte est loin d'être has-been, comme on le dit parfois. Plus de 35% des patients qui étaient diagnostiqués avec la Swan-Ganz ont monitoré. La phase de sevrage était très progressive, avec très peu d'effets rebonds, que ce soit dans la population adulte ou les autres. Et par contre, on avait assez peu, comme on le voit dans le sondage en salle, de surveillance de la méthémoglobinémie, avec cependant une incidence non négligeable de méthémoglobinémie chez ces patients sous NO, même avec le système d'administration, on va dire, intelligent. Autre élément important de cette étude, c'était la différence qu'on fait entre les pédiatriques et les congénitalistes sur l'utilisation des vasodilatateurs pulmonaires et les adultes. Et finalement, nous, on se contente souvent du NO dans la prise en charge, alors que l'association avec 1, 2 ou 3 vasodilatateurs pulmonaires, alors là, c'est plutôt avant, pendant ou après l'administration du NO, était très fréquente dans la population pédiatrique, avec une répartition sur les produits. Vous voyez que beaucoup de sildenafil, beaucoup de milrinone inhalé, comme le disait Nadir tout à l'heure, inhalé ou IV d'ailleurs, et assez peu chez les patients adultes.
Donc au final, bon, c'était une avancée technologique indéniable qui était demandée par les recommandations et qu'on a enfin à notre disposition pour permettre une sécurité sur l'utilisation et l'administration des produits. Le monitorage du patient et de son environnement, c'est économe aussi parce que ça permet d'utiliser moins, de gaspiller moins de NO. Mais par contre, la stratégie thérapeutique du NO dans son ensemble, dans la panoplie des traitements de l'artère pulmonaire est encore mal définie, en particulier chez l'adulte. Et on a besoin de validation et d'adapter éventuellement les recommandations. Mais là-dessus, on manque beaucoup de données cliniques et de données solides en termes d'essais randomisés ou de registres internationaux. Alors là-dedans, quels sont les autres traitements qu'on va associer, en particulier vasoactifs? On l'a vu, il faut absolument s'attacher à réduire la post-charge et utiliser tous les facteurs qui sont à notre disposition, en particulier la correction de l'hypoxie et de l'acidose, sont deux éléments très importants, et l'utilisation d'autres vasodilatateurs pulmonaires. Alors, on a possibilité de faire de l'hyloprost inhalé, c'est assez facile à administrer à partir de l'hylomédine. Pour les patients qui ont la voie orale, on peut prendre le relais éventuellement avec le sildenafil, mais ça va être plutôt en relais du NO chez les patients qui ont une meilleure stabilité hémodynamique. Et sur le versant ventriculaire, on peut essayer d'améliorer cette contractilité ventriculaire en utilisant les inodilatateurs. Alors j'ai mis le Dobu entre parenthèses parce que c'est vrai qu'on a des données parfois discordantes, des pratiques qui sont très variées là-dessus. Effectivement, on commence souvent avec la dobutamine quand on a besoin d'un traitement inotrope, mais l'effet sur le VD est parfois assez modeste. On n'a pas l'impression que ça transforme beaucoup les patients. Et ensuite, reste le minérinol inhalé et le lévocimandant dans ces situations-là. Et pour le maintien de la perfusion qui reste capital aussi dans ces situations-là, noradrénaline en première ligne, bien évidemment. On se pose la question de la vasopressin, je vous en parlais avec cet essai-là, avec une stratégie originale d'une équipe qui a fait une vingtaine de patients, donc c'est une publication d'une série de cas, où ils ont associé lévocimandant et vasopressin sur des patients donc, de pontage coronaire avec ou sans changement valvulaire. Quelques patients avaient eu le lévocimandant débuté dès l'induction d'anesthésie pour une fraction d'éjection altérée. Un patient a eu une ECMO au cours de la prise en charge et 5 ballons de contre-pulsion. La mortalité est relativement modeste dans ce contexte-là. Ce qui est surtout intéressant de regarder, c'est qu'effectivement, on a une baisse au cours des 24 premières heures significative de la pression artérielle pulmonaire moyenne, sans modification notable de la pression artérielle moyenne du patient. Et ce, quand on regarde les données hémodynamiques associées, une baisse du lactate très rapide, une baisse de la pression, du rapport entre la PAP et la pression artérielle moyenne, une amélioration du débit cardiaque, une baisse de la résistance vasculaire pulmonaire. Donc ça reste une stratégie qui est à réfléchir éventuellement, qui reste à valider, mais assez séduisante sur le plan physiopathologique, parce qu'on utilise un inodilatateur et un vasopresseur plus sélectif systémique, avec assez peu d'effet sur la vascularisation pulmonaire. Ensuite, on est souvent confronté dans ces situations aiguës à une situation réfractaire qui ne permet pas de passer le cap qu'avec des traitements médicamenteux, et on est fort heureusement assez bien doté en assistance circulatoire mécanique, mais on a le choix entre différentes stratégies possibles, entre le bypass du ventricule droit indirect par l'ECMO véno-artériel, ou des bypass directs, soit par l'impella droite, soit par une cannulation au DAP, soit par une canule percutanée qui va être double courant, drainée dans l'oreillette droite et avec une canule longue qui va jusque dans l'artère pulmonaire pour la réinjection. Donc ça, ce sont des stratégies un petit peu à développer dans chaque centre. Difficile d'en recommander une par rapport à une autre. Je vais juste vous montrer sur quelques minutes un exemple d'un patient qui a une impella droite dans les suites d'une implantation de LVAD, avec un patient qui a une hypertension pulmonaire et une fuite tricuspide.
Alors ce patient, il a été traité d'emblée avec le NO, avec une défaillance qui a nécessité la mise en place d'une ECMO véno-artérielle. Alors je ne l'ai pas marqué là, mais il l'a eu, ici, il l'a eu d'emblée. Il a eu des traitements inotropes associés. Il a eu un fort traitement vasodilatateur pulmonaire, le NO, l'Ilomédine. Malgré ce, on avait des pressions qui restaient quand même relativement élevées et des pressions droites qui restaient élevées sur toute tentative de baisse de l'ECMO véno-artérielle. Et on a fini par avoir des problèmes au bout d'une dizaine de jours avec cette ECMO, avec des dépôts de fibrine, des thrombus un petit peu partout. Et on a décidé de la convertir vers une Impella RP et de sevrer l'ECMO à ce moment-là. On a aussi mis en place une épuration extra-rénale pour le dépléter fortement. Alors, vous voyez là, à la mise en place de l'Impella, on a un VD qui bouge pas trop mal finalement. Il est déchargé par l'ECMO, mais malgré tout, on a quand même une oreillette droite qui est distendue avec un septum qui bombe vers l'oreillette gauche sur une fuite tricuspide qui est importante. Vous voyez ici l'impella droite qui passe dans le VD et dans l'artère pulmonaire avec la réinjection qui commence à se voir ici. Alors je ne sais pas si on le voit bien sur la radiographie pulmonaire, le trajet de l'impella droite entre la zone d'admission qui est dans la veine cave inférieure ici et tout le trajet jusqu'à la bifurcation de l'artère pulmonaire ici pour la réinjection. Au bout d'une dizaine de jours, 12 jours exactement, on a pu sevrer le patient de l'impella droite avec un bon résultat, une fuite qui avait diminué du fait de la forte déplétion du patient, un VD qui est assez compétent et une explantation qui s'est bien passée et l'extubation du patient dans la foulée. Alors pour ce patient-là, si on zoome un petit peu sur la radio, on voit un petit alien là, dans l'artère pulmonaire gauche. C'est le CardioMEMS qui est notre allié dans ce cas de figure, qui a permis de suivre un petit peu l'évolution des pressions dans l'artère pulmonaire du patient avant son implantation de LVAD ici, au moment de l'implantation avec la mise en place de l'ECMO véno-artérielle et puis la remontée de la pression à chaque fois qu'on essaye de sevrer l'ECMO véno-artérielle et puis la mise en place ici de l'Impella avec une stabilisation sous toujours les traitements parénaux et ilomédine inhalée. Et on voit que pour interroger, c'est assez simple, on a une raquette qu'on pose sur le thorax du patient. Il faut bien localiser la petite puce et après on capte le signal de l'artère pulmonaire. Alors on ne fait pas de pression bloquée avec ça, on a juste la PAP systolique, diastolique et moyenne, ce qui est déjà pas si mal. Voilà, donc il faut pousser, je pense, nous, groupe Arcotova, vers un état des lieux sur les pratiques actuelles. Alors, sous quelle forme? Il faut qu'on en discute. Est-ce qu'il faut faire questionnaire des pratiques? Est-ce qu'il faut qu'on décrive sur une période donnée courte les pratiques dans chaque centre, voir comment on utilise et on gère la fonction ventriculaire droite et la pression pulmonaire? Est-ce qu'on doit développer un registre? Il faut qu'on évolue vers une harmonisation des pratiques, en particulier chez l'adulte, je pense. Et voilà, pour terminer, dysfonction et défaillance VD, c'est la post-charge, c'est l'après-charge, l'insuffisance tricuspide, les conséquences d'amont qui sont la congestion, qui sont vraiment très importantes sur la dysfonction hépatique et rénale qui vont suivre, et les conséquences d'aval avec le bas débit. Voilà, je vous remercie avec tous les outils qu'on a à notre disposition de nos jours. Merci. Merci Philippe pour cette revue, cette synthèse vraiment très intéressante chez l'adulte. Rapidement, est-ce que vous avez des questions? Oui, un micro, s'il vous plaît. Oui, je voulais avoir votre avis sur la gestion de la fréquence cardiaque. Parce qu'en fait, il nous est déjà arrivé plusieurs fois de faire du traitement prophylactique, sortie de CEC, un VD qui est vraiment à risque, où on a tout mis en place, tout ce que vous venez d'expliquer, et on avait mis un pacing externe un petit peu rapide à 100-110, un VD qui se comportait très bien, et au moment où on faisait l'échographie, en fait, il y a eu une dysfonction du pacing externe, on est tombé à 60 de fréquence,
le VD s'est dilaté et on a eu beaucoup de mal à le récupérer. Oui, alors pour répondre à ça, tout à fait d'accord. La fréquence cardiaque, on ne peut pas tout évoquer ici, mais c'est capital. Et c'est vrai qu'on s'aide beaucoup et en post-opératoire, on a la possibilité avec les électrodes épicardiques de gérer la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est capital, effectivement, avoir une bonne fréquence cardiaque pour compenser un petit peu la baisse du volume d'éjection du ventricule droit. Ça, c'est très important, hein, effectivement. Quelqu'un a une autre question ? Oui, Adrien. Le micro arrive. Là. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que quand la défaillance arrive, il vaut mieux anticiper les choses et éviter que la catastrophe arrive, parce que quand ça arrive, les traitements là sont peu efficaces. Effectivement, il faut passer par l'assistance. C'est juste pour rebondir sur les assistances mécaniques. Nous, nos chirurgiens, ils mettent régulièrement, pas du tout d'impella droite, mais en revanche des ECMO droites, quoi. Soit en percutané, en salle hybride avec vraiment un passage percutané à travers la valve pulmonaire, soit de manière un peu plus conventionnelle. En tout cas, on s'en sert pas mal, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est aussi une stratégie qu'on utilise également. Là, le côté élégant, quelque part, c'est de pouvoir convertir une ECMO baignoire artérielle périphérique qui va venir à contre-courant de l'assistance par LVAD, et de pouvoir, sans réopérer le patient et réouvrir le thorax, mettre une assistance droite-droite percutanée parfaitement efficace. On va s'arrêter là. Je retiens tes propositions pour Arkotova d'aller plus loin sur une enquête, voire un registre sur les pratiques probablement très disparates sur la prise en charge du VD. Ça, c'est vraiment très intéressant et ça nous donne la suite. On va donc terminer cette session et on va enchaîner très vite sur la session suivante